Bonjour, Joëlle Milquet avait promis une réforme de l'enseignement, c'est presque parti. La ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance lâche ses différentes propositions en vue de la rentrée prochaine. Parmi elles, l'avant-projet de décret déposé il y a tout juste une semaine concernant le redoublement scolaire en 3e maternelle, désormais interdit sauf exception. Les avis sont partagés sur cette question qui concerne nos têtes blondes, alors tentons d'y voir plus clair avec nos invités. Celle qui est pour le maintien du redoublement si nécessaire, c'est vous, Muriel Vigneron, bonjour. Vous êtes la vice-présidente du syndicat libre de l'enseignement et vous estimez que la maternelle prépare au primaire, elle doit donc être optimale. Contre ce redoublement, c'est John Rizzo, bonjour. Vous êtes également auteur d'un livre, Sauver l'école, et vous estimez que le cerveau humain est encore méconnu, inutile de tirer des conclusions à 5 ans. Face à face, deux acteurs de l'enseignement donc pour ce débat, et vous, si vous le souhaitez, si vous souhaitez intervenir, nous aurons d'ailleurs le témoignage de mamans aux expériences différentes. Réagissez, soyez pour ou contre. Merci d'être venus sur ce plateau à tous les deux. Je démarrais avec vous, Muriel Vigneron. Donc, vous êtes pour cette idée du redoublement, malgré ce que propose Joëlle Milquet. On parle évidemment d'enfants de 5 ans, 5 ans et demi. Pour quelle raison principale? Eh bien, parce que pour nous, l'école maternelle, c'est les fondements, c'est l'école du fondement. Pour nous, c'est la fondation, comme pour une maison. Si les fondations ne sont pas bonnes, eh bien la construction vacille. Pour nous, un enfant, pour entrer en première primaire, doit avoir des bases solides et des acquis qu'il aura acquis, bien sûr, pendant l'école maternelle. Et vous connaissez bien le terrain, puisque vous étiez institutrice, ensuite directrice. C'est votre cas aussi, John Rizzo. Vous étiez aussi instituteur, mais vous n'êtes pas du tout du même avis. Mais non, parce que j'ai l'impression que le redoublement en 3e maternelle pose une question qui est: qu'est-ce qui s'est passé en maternelle pour qu'il ne soit pas prêt? Oui. Et j'aimerais prendre une anecdote, une histoire. C'est Céline Alvarez, qui est une chercheuse française. Une chercheuse française, qui est elle-même, qui a touché aussi... Exactement, elle a pris une classe de 3e maternelle en ZEP, donc une classe très défavorisée. Et les enfants, au début, étaient en dessous, je dirais, du niveau de la moyenne nationale, mesurée par le CNRS. Et donc pendant 2 ans, 3 ans, elle organisait la classe à la manière Montessori, avec beaucoup d'innovations venant des dernières découvertes en neurosciences. C'est ça, c'est la matière Montessori dont vous parlez. Exactement. Et ça, Montessori est assez ancien, mais ça plus les innovations. Bref, après, la classe était à ce niveau-là par rapport à la moyenne nationale. À 5 ans, ces enfants savaient lire et écrire, et ils rayonnaient. C'est-à-dire, il n'est pas question de gavage ou de travail forcé. Oui. Et ça me rend très humble par rapport à nos connaissances sur justement le développement du cerveau humain. J'ai l'impression que le redoublement en 3e maternelle, ça serait un petit peu occulter la vraie question. C'est votre avis aussi? Pas tout à fait, parce que pour nous, on doit faire confiance aux professionnels. Les professionnels de l'enseignement, pour moi, ce sont les enseignants. Nous leur faisons confiance. Et donc, ils organisent également des concertations lorsque les enfants ont des soucis dans nos établissements. Ils collaborent, et cette collaboration est importante avec les centres PMS. Oui, oui. Et ça, c'est capital pour nous. Eux connaissent vraiment l'enfant qu'on leur confie. Oui. Est-ce que, alors ce serait au cas par cas, ça veut dire que certains enfants seraient plus matures que d'autres et auraient donc cette opportunité de pouvoir partir en primaire ou pas? Plus matures que d'autres pour faire quoi? Oui. Parce que si on me demande, est-ce que tous les enfants de 5 ans sont prêts pour rester assis toute la journée en silence, à faire des exercices et à écouter madame, je suis d'accord avec vous, non. Maintenant, est-ce que ça doit être forcément ça, la première primaire? Est-ce qu'il faut forcément faire comme ça pour apprendre à lire et écrire? Une réaction peut-être par rapport à ce que vient de dire John. Sinon, nous prenons une maman par téléphone qui nous écoute depuis tout à l'heure. Évidemment, on doit tout faire pour éviter le redoublement. Mais pour ça, il faut mettre des choses en place. Et je pense qu'actuellement, dans notre système, il faudrait alors commencer par revoir la formation initiale des enseignants, et notamment des institutrices maternelles, parce qu'il y a un gros problème, et vous en parlez justement, c'est cet écart, cette charnière entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire. Là, c'est énorme.
cette distance entre ces deux enseignements. Il faut vraiment préparer ces enfants à entrer dans ce cycle primaire. Il faut donner les moyens aux enseignants maternels. Voilà. Quelque chose de moins radical entre le cycle maternel et le cycle primaire. Il faut donner les moyens aux enseignants maternels pour adhérer aussi à cette formation. Et d'ailleurs, c'est un des points de nos revendications. Ouais. Je vous propose, sauf si vous voulez réagir tout de suite là-dessus, ensuite on prendra un appel téléphonique si vous le voulez bien. C'est-à-dire que je suis d'accord sur la formation initiale des enseignants, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'enseignants qui m'écrivent en me disant « j'aimerais bien innover, mais j'ai peur ». Est-ce qu'ils ont l'occasion de pouvoir le faire aussi? Ils ont peur des réactions. Donc, ils ont une certaine liberté, mais les parents et les directeurs sont parfois vite là, ou les collègues, pour leur dire « non, non, tu n'innoves pas ». Je vous propose de prendre Patricia par téléphone. Patricia, vous êtes la maman de Nicolas. Oui. Vous êtes avec nous, merci de nous rejoindre. Nicolas qui a bien grandi depuis, mais en tout cas vous parlez d'une expérience plutôt négative par rapport au redoublement. Vous seriez donc plutôt contre. Vous avez toujours regretté d'avoir fait redoubler votre fils en 3e maternelle, c'est ça? Oui, en fait, mon fils a maintenant 19 ans. Il a dû, à l'époque, on ne nous a pas tellement laissé le choix. Qui ne vous a pas laissé le choix? Les professeurs? Les professeurs, oui. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit d'office que du fait que mon fils est né fin décembre, c'était préférable pour lui de rester en 3e maternelle parce qu'il était trop jouette, qu'il n'était pas concentré. Donc on y revient à cette question de turbulence, pas concentrée qu'évoquait John Rizzo à l'instant. Et j'ai une réaction, Patricia, si vous permettez, de notre invité. Mais évidemment, pour nous, il est bien clair que la décision finale doit revenir aux parents. C'est en concertation évidemment avec l'équipe. Mais d'ailleurs, le PMS, normalement, ne remet pas un avis contraignant. Mais est-ce qu'on n'a pas obligé madame à choisir entre la peste et le choléra? Mais posons-lui la question. Vous dites quand même, il a perdu un an, mon fils. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau primaire, il a fait une première année primaire tout à fait normale. En 2e année, on lui a découvert de la dyscalculie que personne n'avait remarqué ni en maternelle ni en première année, et qui n'a pas été remarqué par l'école. D'accord. Là, on a été contraint de le mettre en petite brute, ce qui m'a un peu dérangé au départ, mais par contre, il a eu un parcours en humanité tout à fait normal. Ici, il est en 6e en rhétorique et il n'a eu aucune difficulté, mais il me reproche encore actuellement de lui avoir fait perdre un an en 3e maternelle. Merci pour votre témoignage, Patricia. Une réaction peut-être, en effet, il y a aussi une question de confiance en soi, sans doute. Il y a le côté psychologique de la chose. C'est clair que j'ai eu des enfants, pour reprendre le livre dans le chapitre 5 sur l'école fantôme, ces enfants ne supportaient pas de rester assis une demi-heure. Impossible. Vous parlez des enfants de quel âge cette fois? 6, 7, 8 ans. D'accord. Donc on parle première, 2e primaire. En 4e primaire, j'avais un petit hyperactif qui non plus, il ne savait pas, il aurait bien voulu. Hein. Oui. Mais ça, c'est encore une autre question peut-être qu'on pourrait aborder dans un autre débat, en effet. Mais les enfants qui paraissent trop jouettes en 3e maternelle, je reviens à cette question de transition que vous avez abordée. Il me semble qu'ils sont peut-être prêts pour apprendre à lire et écrire, mais peut-être pas en restant assis toute la journée à écouter madame. Donc là, il faut vraiment donner d'autres moyens aux enseignants. Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez. Mais est-ce qu'en 3e maternelle, on apprend déjà justement à lire, à écrire? Est-ce que c'est la préparation à la première primaire? Il y a des exercices de préécriture, etc. en 3e maternelle. Mais si je pouvais revenir sur l'estime de soi dont l'enfant ici de madame a souffert, mais je pense que d'abord la priorité évidemment c'est l'enfant dans ce genre de décision, et mettre l'enfant en échec en première année parce qu'on l'avance alors qu'il n'est pas prêt peut-être, mais là ça peut aussi susciter chez l'enfant, je pense, une démotivation scolaire qui pourrait peut-être se ressentir tout au long du parcours scolaire. Est-ce qu'à cet âge-là, un enfant peut déjà être démotivé? Certainement. Il y a encore une maman qui me racontait aujourd'hui même qu'elle-même avait été séparée d'une camarade de classe. Et celle qui est montée en première primaire était culpabilisée de voir l'autre rester, et celle qui était restée, la voyait passer dans la cour chaque jour. C'est pas évident. Ça, vous êtes d'accord évidemment avec cet aspect-là psychologique? Oui, mais bien sûr, mais un enfant. Disons, en maternelle, on parle moins d'échecs, je pense, parce qu'il n'y a pas ces évaluations tout au long de l'année. D'autant que la maternelle n'est pas obligatoire en principe. Oui, donc c'est paradoxal aussi.
Tout à fait, tout à fait. Mais nous vraiment, nous prônons pour l'importance que l'enfant puisse adhérer à l'école maternelle dès 2 ans et demi, et nous voulons vraiment insister sur cette notion d'obligation, parce que vraiment, au niveau du développement social, psychologique, intéressante. Il y a un paradoxe, c'est de vouloir que tous les enfants aient en 3e maternelle et qu'il n'y ait pas assez de place pour les enfants qui y vont déjà. Ah oui, tout à fait. Écoutez, moi je vous propose qu'on prenne tout de suite le point de vue de l'expert. Et c'est le professeur Jean-Marie Gauthier, qui vous êtes pédopsychiatre. Vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour. Bonjour, on voulait l'avis quand même d'un pédopsie, puisqu'on a ici le corps enseignant, mais il faut aussi le côté psychologique. Est-ce que vous, en tant que médecin, professeur, vous avez un avis sur cette question? Faut-il, oui ou non, faire redoubler les enfants de 5 ans en 3e maternelle? L'objectif est évidemment de permettre aux enfants d'arriver en première année primaire dans de bonnes conditions et de leur éviter un échec cuisant en première année s'ils sont trop immatures. Donc, il faut d'abord, ce qui est important, c'est aussi de se dire que c'est la loi qui prévoit que tous les enfants doivent à 6 ans être prêts à un âge déterminé d'entrer à l'école. Donc, on connaît les enfants qui sont en avance, on oublie que les enfants en retard, c'est peut-être simplement des effets purement de population, etc. Il y a des enfants qui sont simplement en retard. Et donc, il faut éviter de stigmatiser cette affaire-là. Mais plus que ça, je pense que ce qui est important, c'est d'évaluer ce qui ne va pas, ce qui est difficile pour l'enfant. Est-ce que c'est une difficulté de socialisation? Est-ce que c'est une difficulté pour se stabiliser dans un comportement? Est-ce que c'est une difficulté d'apprentissage? Et donc je crois qu'il faut quand même, au-delà du redoublement, prévoir une intervention spécifique en fonction du besoin de l'enfant. Donc je crois que ce qui manque souvent, de mon point de vue, c'est ça, c'est-à-dire c'est une évaluation vraiment de ce qui ne va pas. Est-ce que l'enfant est simplement dans un retard de maturation et on peut se dire que la maturation va se faire, ou est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques? Dans ces cas-là, il faut intervenir et ne pas se contenter de faire le redoublement. Merci Monsieur Gauthier. Comment ça se passe concrètement justement en 3e? Est-ce que le centre PMS intervient? Bien sûr. On fait passer des tests? Bien sûr, mais il y a aussi tout au long de la scolarité. Voilà, souvent c'est à partir de ces tests qu'on décèle si l'enfant est apte ou pas à entrer en première primaire. Mais l'enseignante qui l'a eu toute l'année à côté d'elle, bien sûr, elle sait déjà. Je voudrais rappeler et remettre en contexte, tout est parti en fait, cette proposition de Joël Milquet, évidemment aussi du chiffre d'enfants qui ont redoublé l'année passée en 2014, on parle de 2,15%. Est-ce que c'est beaucoup trop? Donc on pourrait, la proposition c'est de faire redoubler, il y a des exceptions qu'on ne connaît pas encore, elles doivent encore être définies. Il y a l'enseignement spécialisé aussi. Voilà, et les détails doivent encore être fixés, mais il faudra en tout cas l'avis de l'école, l'avis du centre de prévoyance médico-sociale, donc le PMS, et l'avis du ministère. En aucun cas, on ne prévoit l'avis du parent. Est-ce que vous avez le sentiment que le parent, du coup, on lui enlève une certaine responsabilité? Évidemment, pour moi, ce n'est pas acceptable, parce que, évidemment, ce n'est pas le politique qui doit décider pour nos enfants. Qui doit décider pour nos enfants? Bien sûr, les premiers concernés et qui doivent être tout de suite conscientisés du problème. C'est ça qui vous ennuie, Muriel? C'est le fait que ce soit les politiques qui prennent une décision. Bien sûr, et on ne peut pas retirer ce droit et ce choix aux parents et aux professionnels de terrain. Une réaction, John? Avec un petit bémol, donc je suis tout à fait d'accord, je tiens très fort à la liberté et la responsabilisation des parents. C'est leur enfant et ils doivent faire en sorte de participer à ce que ça se passe bien. Mais... ce qui m'ennuie, c'est au niveau du système. Comment changer un système qui paraît pour beaucoup tellement inerte? Et parfois, le politique a envie de dire 2%, c'est plus possible. Demain, ça sera 3%. Et puis quoi? Et donc, le politique est souvent très démuni, et même les enseignants sont très démunis. Donc vous estimez que c'est quand même à lui, à quelque part, donner un petit coup de pied dans la fourmilière? C'est au politique à aider les enseignants à permettre que la situation évolue. On ne peut pas rester avec l'école du 19e siècle encore longtemps. Et pourtant, d'après une source RTL Info, si l'école fait redoubler sans l'accord du ministère, du coup, il n'y aura plus de subsides. C'est juste une manière d'interdire. C'est un peu vache quand même. Évidemment. Je ne sais pas, oui. Vous avez un avis là-dessus? Vous trouvez que c'est une façon de faire? C'est une manière d'obliger. Je veux dire, on oblige comme ci ou comme ça. Je veux dire, voilà, c'est technique. Écoutez, prenons par téléphone Christelle. Bonjour Christelle, vous êtes la maman de Morgane, c'est ça?
Oui, bonjour. Merci de venir témoigner sur le plateau. C'est vrai que c'est une question qui concerne nos enfants. Alors on voulait aussi faire appel à des mamans, c'est important. Vous, par contre, vous estimez que recommencer une 3e maternelle, ça peut être bénéfique? Oui, moi, en fait, ce que je voudrais ici, c'est vraiment pousser un coup de colère vis-à-vis de Madame Milquet, parce que je pense qu'elle ne prend pas en compte, comment dire, des enfants comme la mienne qui ont, en fait, j'explique le cas de Morgane, elle a un retard de développement global. C'est-à-dire qu'il y a 7 mois, Morgane ne marchait pas, ne parlait pas. Donc, on nous a proposé, quand elle est rentrée dans l'école de ses frères et de sa sœur, 1 heure par semaine, donc en maternelle. Elle avait 3 ans et demi. On n'a pas pu la laisser dans cette école parce qu'il y avait 33 élèves en accueil et en première maternelle. Et donc, Morgane ne peut pas être inscrite dans le spécialisé parce que Morgane est en progression. Donc, il n'y a pas de régression chez Morgane, elle ne peut pas être, comment dire, inscrite. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais bon, il nous restait donc à espérer de trouver une école qui veuille bien accueillir Morgane. Nous avons eu cette chance. Morgane est scolarisée dans une école avec une classe maternelle unique. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite vraiment pour leur rendre hommage. Merci. C'est l'école communale de Beauvais-la-Bruyère. Et donc, Morgane est vraiment en progression. Mais nous savons déjà que Morgane restera probablement un an de plus que ce qu'elle ne devrait. Merci beaucoup pour votre témoignage. On arrive déjà tout doucement à la fin de l'émission. En gros, est-ce que ça veut dire qu'il faut quand même changer l'école? C'est un peu en substance ce que vous dites dans votre livre. Hein. Oui, pour rebondir sur ce que dit Madame, très rapidement. C'est encore une fois dans le livre, une petite fille qui avait 12 ans, qui était en 4e primaire, qui avait un niveau de 2e primaire. Donc, elle avait vraiment une lenteur à l'apprentissage. Mais dans ma classe telle que je faisais cours, ça s'est très bien passé. Eh bien, nous sommes déjà à la dernière minute. Allez, un argument chacun, 30 secondes, top chrono. Allez, je démarre avec vous, Muriel, allez-y. Pour nous, le redoublement en 3e maternelle ne doit pas être pris pour une punition. Ce n'est pas une punition. C'est construire les fondements pour entamer correctement le cycle primaire. On ne fait pas d'économie sur l'éducation. Nous n'avons pas le droit d'économiser sur vos enfants. Sachez que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Très bien, voilà une belle conclusion. Il vous reste 35 minutes du coup. Seconde, vous voulez dire? Seconde, oui, 35 minutes, ce serait beaucoup. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, sauf que ce n'est pas une question de moyens pour moi. C'est une question, comment est-ce qu'on organise l'école et la classe? Est-ce qu'on continue à le faire tel qu'on l'imaginait au 19e siècle? Ou est-ce que, en fait, on se rend compte que ça ne marche pas. Et un des symptômes, c'est le redoublement. Effectivement, ce n'est qu'un symptôme. S'attaquer aux symptômes ne va rien résoudre. C'est ce que vous disiez hein, en préparant cette émission, puisqu'on prépare toujours l'émission ensemble. Vous disiez c'est vraiment symptomatique d'une société. Tout à fait. Voilà. Et voilà. Voilà, mais on va devoir conclure hein, sur ces belles paroles. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus en pleine semaine. Hein, voilà, j'espère que tous les enseignants étaient avec nous. Je vous retrouve demain pour une nouvelle question d'actualité. Tout de suite, RTL Info 13h avec la charmante Alix Battard. Surtout, profitez bien de cette belle après-midi ensoleillée. Ciao, à demain.